j'ai découvert que mes parents avaient secrètement mis ma sœur sur le titre de propriété de la maison. Quand je les ai confrontés, ils ont dit « Elle est toujours dans les parages, tu t'en sors très bien sans cela ». Alors j'ai discrètement arrêté de payer leurs factures. Un mois plus tard, maman m'a envoyé un message « Nous avons besoin d'argent pour des réparations ». J'ai envoyé une seule phrase qui a mis fin à la conversation. J'avais 29 ans quand c'est arrivé, mais la graine de cette histoire avait été plantée bien avant cela. Probablement vers mon 20e anniversaire, quand j'ai commencé à remarquer les petites fissures dans les fondations de ma famille. Mon nom est Tyler, et pour la plupart des gens qui m'ont connu en grandissant, j'étais le garçon responsable. Celui qui ne causait pas de problème, celui qui était toujours présent, qui payait sa part, qui aidait à nettoyer après le barbecue, qui appelait pour les anniversaires et qui ne demandait pas grand-chose. C'était mon rôle dans la famille, et je le jouais bien. Ma sœur Mélissa, en revanche, était celle qui avait besoin de soutien. C'était elle qui avait traversé une période difficile après l'université. Celle qui passait d'un emploi à un autre, d'un appartement à un autre, toujours avec une nouvelle crise, s'accrochant à ses talons comme de l'électricité statique. Mais d'une manière ou d'une autre, malgré tout cela, ou peut-être à cause de cela, elle était aussi celle qui semblait recevoir la part du lion de l'attention, de la sympathie et, bien que je ne le susse pas à l'époque, de quelque chose de bien plus grand. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne détestais pas ma sœur. Mélissa et moi n'étions pas proches, mais nous n'étions pas exactement des étrangers non plus. Nous nous envoyions des messages pour les fêtes, nous échangions des étreintes rigides lors des réunions de famille et nous faisions la conversation autour de la purée de pommes de terre à Thanksgiving. C'était une relation civile, bien que distante. Je me disais que nous n'étions que deux adultes prenant des directions différentes. J'avais un emploi stable en ingénierie logicielle, un appartement à 1 heure de chez mes parents, et une vie que j'avais construite à force de longues heures et de sacrifices. Pendant ce temps, elle vivait toujours à seulement 20 minutes de chez eux. Elle passait chez eux presque tous les jours, ayant toujours besoin de quelque chose, que ce soit de l'argent, de l'aide pour le loyer, ou juste de quelqu'un pour écouter son dernier drame avec un petit ami qui ne la comprenait pas. Nos parents, eh bien, ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais ils la traitaient comme un ornement en verre fragile et moi comme un vieil outil robuste sur lequel ils pouvaient toujours compter. Et j'ai accepté cela pendant un moment parce que c'est ce que vous faites quand vous êtes le responsable, n'est-ce pas? Vous passez outre. Vous continuez à être utile. Vous payez l'addition au dîner quand Mélissa oublie son portefeuille. Vous couvrez discrètement la moitié des factures d'énergie quand le chauffage de maman et papa tombe en panne. Vous hochez la tête et souriez quand ils parlent de la fierté qu'ils éprouvent pour Mélissa parce qu'elle a postulé à un nouvel emploi, même si c'est la 3e fois cette année. Vous vous dites qu'ils vous aiment tous les deux de la même manière. Vous vous dites de ne pas tenir les comptes. Mais la vérité, c'est que je tenais les comptes depuis longtemps. Je ne m'attendais simplement pas à trouver le registre écrit noir sur blanc. Cela a commencé par une question innocente. J'étais chez mes parents un dimanche après-midi pour réparer l'évier de la cuisine, encore une fois. Ils m'appelaient toujours quand quelque chose se cassait parce que je savais comment gérer ces choses, ce qui signifiait que j'avais regardé une vidéo sur Internet une fois et que je possédais une clé à molette. Mélissa n'était pas là ce jour-là, ce qui était rare. Elle passait généralement vers l'heure du dîner. Maman était dans le salon en train de feuilleter une pile de courriers et papa écoutait à moitié le match à la télévision. Nous faisions la conversation quand j'ai demandé quelque chose de manière désinvolte, et « Qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'histoire de refinancement dont vous avez parlé le mois dernier ?» Maman a cligné des yeux. « Oh, tout est réglé. Nous avons ajouté Mélissa sur le titre de propriété pour que les choses soient plus faciles quand nous serons plus vieux. » J'ai fait une pause au milieu d'un tour de clé sur le tuyau. « Attendez, vous avez mis son nom sur la maison. » « C'est tout simplement logique, a-t-elle dit en haussant les épaules. Elle est toujours dans les parages. Elle nous aide quand nous avons besoin d'elle. Et elle n'est pas aussi bien installée que toi. Tu as ton propre chez toi, tes propres affaires qui marchent. Je n'ai rien dit tout de suite, j'ai juste fixé l'évier pendant une longue seconde, la clé à molette semblant soudainement beaucoup plus lourde dans ma main. Mon esprit tournait d'une manière lente et désorientante, comme si j'avais été poussé sous l'eau sans avertissement. Ils avaient mis son nom sur la maison sans me le dire, ils lui avaient simplement cédé la propriété partielle de la maison dont ils avaient toujours affirmé qu'elle nous reviendrait à tous les deux un jour. Papa est intervenu sans quitter la télévision des yeux. Ne réfléchis pas trop, Tyler. C'est juste de la paperasse. Cela ne change rien.
Mais cela changeait tout. J'ai fini de réparer l'évier en silence. Quand je me suis levé et que je me suis essuyé les mains sur la serviette, quelque chose en moi semblait différent. Pas en colère, pas encore. C'était plutôt comme si un interrupteur avait été actionné. Une ampoule s'était allumée dans une pièce que je ne savais pas être dans l'obscurité. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à y repenser. Toutes les choses que j'avais faites au fil des ans, les factures que j'avais aidé à payer quand papa a perdu son emploi à temps partiel et ne l'a pas dit à Mélissa. Les courses que j'avais discrètement fait livrer à leur maison pendant la pandémie. Les innombrables fois où j'avais conduit jusqu'à chez eux pour réparer, remplacer, résoudre. Et maintenant, cette Mélissa, qui n'avait jamais payé un centime pour la maison, qui vivait comme un boomerang, rebondissant entre les appartements et les emplois, était sur le titre de propriété juste comme ça parce qu'elle était toujours dans les parages. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un moustique que je ne pouvais pas écraser. Toujours dans les parages. Je suppose qu'être fiable vous vaut le respect jusqu'à ce que quelqu'un décide que la présence compte plus que la contribution. J'ai essayé de laisser couler. Vraiment, je l'ai fait. Je me suis dit que je ne voulais pas de la maison. J'avais la mienne. Je me suis dit que Mélissa avait probablement besoin de sécurité. Je me suis dit que cela ne valait pas la peine de faire un scandale pour ça. Mais au fond, ce n'était pas une question de maison. C'était le fait qu'ils ne pensaient même pas que je méritais de faire partie de la conversation. Qu'ils avaient pris une décision qui m'excluait, et s'attendaient simplement à ce que je l'accepte. Et pendant quelques semaines, j'ai fait semblant de l'accepter, jusqu'à la fois suivante où maman a appelé pour me demander si je pouvais couvrir leur facture d'électricité parce que les choses étaient un peu justes ce mois-ci. C'est à ce moment-là que quelque chose a de nouveau basculé en moi, plus lentement cette fois, plus froidement. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Et puis je n'ai pas envoyé un seul centime. Ni pour la facture d'électricité, ni pour l'eau, ni pour les courses d'urgence quand leur carte a été refusée au magasin. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé le silence s'installer. Une semaine plus tard, Mélissa m'a envoyé un message, et « Maman a dit que tu agissais bizarrement concernant l'aide. Est-ce que tout va bien ?» Je n'ai pas répondu. 2 semaines après cela, papa m'a laissé un message vocal, « Je voulais juste te dire que nous t'aimons. Et si tu es contrarié par quelque chose, nous devrions parler. » Je n'ai pas rappelé. Et puis, un mois entier après que j'ai arrêté de payer leurs factures, c'est arrivé. Un message de maman. Simple et direct. Nous avons besoin d'argent pour des réparations dans la maison. Peux-tu nous aider? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Mon pouce planait au-dessus du clavier. Il y avait tellement de choses que je pouvais dire, tellement de façons dont je pouvais enfin leur faire savoir ce que l'on ressent quand on est une arrière-pensée. Mais à la fin, je n'ai envoyé qu'une seule phrase. Et au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai su que tout allait changer. Ma réponse au message de maman comportait 7 mots, demandez à qui a son nom dessus. C'était tout. Pas de colère, pas d'explication, pas d'explosion émotionnelle. Juste une seule phrase chargée de tout ce que j'avais gardé enfoui pendant des années. Les années passées à être traitées comme un plan de secours pendant que Mélissa jouait le rôle principal dans une histoire familiale où j'avais clairement le mauvais rôle. J'ai fixé le message pendant quelques minutes après l'avoir envoyé, m'attendant presque à une réponse immédiate. Aucune n'est venue, ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. Mais le silence a le don de faire du bruit quand les gens sont habitués à votre soumission. Et en quelques jours, les fissures ont commencé à apparaître. D'abord, il y a eu le message de groupe passif-agressif de Mélissa, « Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais maman et papa ont vraiment besoin d'aide en ce moment. Je n'ai pas l'argent. J'aimerais l'avoir. Je prendrais le relais si je le pouvais. » C'était une attaque à peine voilée. Une attaque qui aurait pu me culpabiliser il y a 5 ans. Plus maintenant. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, papa a appelé. J'ai laissé sonner. Puis il a réessayé. Un message vocal cette fois. Tyler. Écoute, ta mère est contrariée. Tu sais que cette maison est importante pour nous tous. Le fait que le nom de Mélissa y figure n'était qu'une formalité. Tu seras toujours pris en charge. Je te le promets. Mais nous ne pouvons pas faire ces réparations sans aide. Pris en charge? Comme si j'étais un enfant à qui l'on promettait une part de gâteau à la fin du dîner.
J'ai supprimé le message vocal sans écouter le reste. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait pas encore. Il pensait que c'était une phase, que je boudais et que j'avais juste besoin de temps pour me calmer. Mais il ne savait pas que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne faisais pas de drame. Je n'attendais pas d'excuses. Je n'espérais pas une conversation à cœur ouvert où tout le monde verrait enfin les choses de mon point de vue. J'avais fini. Fini d'être la solution de repli. Fini de porter des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Fini de regarder mes parents récompenser Mélissa pour sa dépendance tout en m'épuisant discrètement pour ma fiabilité. Et juste au moment où ils ont commencé à ressentir le poids de cette absence, Mélissa a fait quelque chose qui m'a arraché la dernière once de sympathie que j'avais pour elle. Je l'ai découvert par un ami, même pas par la famille. Mon ami Kevin, qui me connaît depuis le lycée et qui vit toujours à quelques rues de chez mes parents, m'a envoyé un message un soir, à l'improviste, et mec, question bizarre. As-tu vendu à tes parents ton ancien mobilier de terrasse? J'ai cligné des yeux devant mon téléphone. Quoi? Il m'a envoyé une photo. C'était incontestablement mon ancien mobilier d'extérieur. La table en fer noir, les chaises incurvées, le plateau en verre avec le léger éclat sur le coin gauche. Je l'avais stocké dans mon garage depuis mon emménagement dans mon appartement parce que je n'avais plus de jardin. Personne n'y avait touché depuis des mois, mais il était là, dans le jardin de mes parents. Kevin a dit que Mélissa avait dit à sa petite amie qu'elle l'avait obtenu gratuitement de son généreux frère. C'était une nouvelle pour moi. J'y suis allé en voiture le lendemain juste pour confirmer. Je ne suis même pas entré, je me suis juste garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé le jardin. Effectivement, c'était là. Mon mobilier était joliment installé sur la terrasse fraîchement nettoyée, avec une plante en pot que je n'avais certainement pas laissée sur la table. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Mélissa, et « Quand allais-tu me demander avant de prendre mon mobilier de terrasse ?» Elle a répondu 10 minutes plus tard, maman a dit que c'était d'accord. Il était juste posé là. Tu ne l'utilisais pas. Aucune excuse, aucune reconnaissance du fait qu'elle avait franchi une limite, juste encore un droit déguisé en explication désinvolte. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, elle a envoyé un autre message, « Tu es vraiment mesquin avec ces choses. Nous sommes une famille. C'est juste une table. As-tu vraiment besoin de faire un problème de tout ?» C'est alors que j'ai réalisé qu'elle croyait sincèrement que tout cela n'était que des meubles, quelques factures, un nom sur un document. Elle ne voyait pas les années de déséquilibre, la lente perte de respect, l'érosion des limites. Elle voyait juste un frère qui avait toujours donné et qui s'était soudainement arrêté. Et cela la mettait mal à l'aise. Mais la table n'était pas la véritable trahison. Ce n'était que la couche superficielle. Ce qui est venu ensuite, cependant, a été le coup de poing dans le ventre. Je rendais visite à ma tante, la sœur de maman, environ 2 semaines plus tard. Elle et moi nous étions toujours bien entendus. Elle ne m'avait jamais traité comme une arrière-pensée. Elle faisait du bon café, donnait d'excellents conseils et ne m'avait jamais demandé de réparer quoi que ce soit lorsque je lui rendais visite. Je pense qu'elle en a toujours su plus qu'elle ne le laissait paraître, mais elle restait en dehors de tout cela. Nous étions assis sur son porche en train de regarder le coucher du soleil quand elle a jeté un coup d'œil et a dit « Alors, tes parents et toi, vous ne vous parlez toujours pas ?» J'ai eu un petit haussement d'épaule. Pas vraiment. Je me suis dit que j'allais les laisser mariner un peu. Elle a hoché la tête. Tu sais qu'ils ont retiré ton nom de leur fiducie du vivant, n'est-ce pas? Les mots n'ont pas été enregistrés tout de suite. Quoi? Elle a hésité. Je ne devrais probablement pas te dire cela, mais je pensais que tu le savais déjà. Ta mère m'a dit qu'ils avaient fait quelques changements le mois dernier. Elle a dit que cela n'avait pas de sens de tout diviser alors que c'était Mélissa qui s'occuperait d'eux un jour. Je l'ai dévisagé. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Mes oreilles bourdonnaient. Tu es sérieuse? Elle a hoché la tête lentement. Je lui ai dit que c'était une erreur. Elle a juste répondu que tu t'en sortais très bien tout seul. Cette phrase encore, t'en sortais très bien. C'était devenu l'excuse pour chaque trahison, chaque acte d'exclusion, chaque réaffectation silencieuse d'amour, de confiance et de ressources. J'ai quitté la maison de ma tante dans un état de choc. Je ne me souviens pas du trajet de retour.
Je me souviens juste m'être assis dans l'obscurité par la suite sur le bord de mon lit et avoir senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas comme dans une scène de film où quelqu'un crie et jette une lampe. Non, c'était silencieux. Comme le léger claquement de la glace formant une fissure sous la pression. Il m'avait retiré de la fiducie sans me le dire, sans demander, sans même avoir la décence d'y faire allusion dans toutes ces conversations sur l'avenir que nous avions eues quand je les aidais à faire leur budget, à réparer le toit ou à organiser leurs impôts. Toutes ces années, j'avais été le garçon fiable, qui s'en sortait bien, et il m'avait effacé du plan parce que Mélissa était dans les parages. Les jours suivants se sont passés dans le brouillard. Je n'ai pas beaucoup mangé. Je n'ai pas répondu aux messages. Je ne suis pas allé à la salle de sport. J'ai juste un peu flotté à travers les heures. Mon appartement était calme, paisible, même. Mais il ne ressemblait pas à un foyer. Pas cette semaine-là. Je n'arrêtais pas de repasser les choses dans ma tête. Chaque moment où j'avais laissé passer quelque chose. Chaque fois que je n'avais pas parlé, chaque facture que j'avais payée. Chaque faveur que j'avais faite. Chaque fête où j'avais regardé Mélissa arriver en retard en trébuchant et être quand même félicitée pour son attention. Et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement tenu les comptes. J'avais espéré que le tableau des scores finirait par avoir de l'importance, mais cela n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Parce que voici la chose. Je n'avais pas seulement été retiré d'un document. J'avais été retiré de l'équation. Et dans ce silence, j'ai pris une décision. Pas d'affronter, pas d'exiger, pas de crier, de faire enrager ou de supplier. J'ai décidé de m'éloigner complètement, mais pas silencieusement. Si je ne faisais plus partie de l'équation familiale, alors ils allaient enfin apprendre ce que signifiait perdre la pièce qui faisait fonctionner la machine en coulisses. Et j'avais un plan. Il y a cette chose étrange qui se produit quand vous frappez un mur émotionnellement. Au début, vous avez l'impression de flotter. Pas d'une manière poétique et paisible, non plus. Plutôt comme si vous dériviez dans l'espace sans air, regardant votre vie de l'extérieur de votre propre corps, vous demandant comment vous êtes arrivé là. Après avoir découvert que j'avais été retiré de la fiducie du vivant, je n'ai pas explosé de rage, ni pleuré, ni appelé pour hurler. Je n'ai pas écrit de courrier électronique dramatique ni rédigé un long message sincère les suppliant de comprendre. Je me suis juste fermé, proprement. J'ai fermé le robinet. Plus d'appels, plus de visites, plus d'aide. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai tracé une ligne claire, et je n'ai pas bougé. Au début, c'était libérateur. Mon téléphone ne s'allumait pas avec des messages du genre « Peux-tu passer ?» Je n'ai pas passé mes week-ends les bras plongés dans une plomberie qui fuyait ou à réparer le vieil ordinateur portable de mon père. Je ne m'inquiétais pas de savoir si Mélissa allait me culpabiliser pour partager son loyer, juste pour cette fois. Mais cette liberté avait un prix, et je l'ai ressenti durement. Voyez-vous, quand vous avez construit votre identité autour du fait d'être celui sur qui les gens peuvent compter, vous ne réalisez pas à quel point votre estime de vous est liée aux problèmes des autres. Je ne faisais pas seulement le deuil de la trahison. Je faisais le deuil de la version de moi-même que j'avais toujours été pour eux. L'aidant, le résolveur de problèmes, le filet de sécurité. Sans ce rôle, je ne savais plus qui j'étais. J'ai cessé de répondre aux appels de la famille élargie, non par amertume, mais parce que je ne pouvais pas supporter les banalités. J'évitais les événements sociaux. J'ai même commencé à sauter des séances de sport, ce qui avait toujours été mon sanctuaire. Ma routine s'est effondrée. J'ai arrêté de cuisiner, j'ai laissé le linge s'entasser et j'ai travaillé juste assez pour m'en sortir. Mon patron l'a remarqué. Il n'a rien dit au début, mais finalement nous avons eu une discussion. « Tout va bien, Tyler ?» a-t-il demandé un matin, me surprenant en train de rêvasser lors d'une réunion d'équipe. J'ai donné la réponse habituelle. Juste beaucoup de choses à gérer en ce moment. Il a hoché la tête, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Je savais que je devais m'en sortir, mais la motivation ressemblait à un lointain souvenir. Chaque fois que j'essayais de me remettre sur les rails, mon esprit retournait à cette conversation avec ma tante. La fiducie, le titre de propriété, le fait que je pouvais consacrer ma vie à être le bon fils et quand même être exclu à l'instant où je n'étais plus utile. Mais ensuite, quelque chose a changé, pas tout d'un coup, mais progressivement. Cela a commencé avec le mobilier de terrasse. Je ne sais pas pourquoi cela m'a tant dérangé. Il ne s'agissait pas de la table, évidemment.
mais chaque fois que je pensais à Mélissa le traînant dans leur jardin comme s'il était à elle, comme si elle avait le droit de prendre simplement ce qu'elle voulait et de s'attendre à ce que je l'accepte, je ressentais cette colère brûlante et lente qui ne voulait pas disparaître. Alors, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à leur maison tôt un samedi matin et je l'ai récupérée. Je n'ai pas frappé, je ne me suis pas annoncé, j'ai juste marché dans le jardin comme si j'étais le propriétaire des lieux. Parce que pendant la majeure partie de ma vie, cet endroit avait été le mien d'une certaine manière. J'ai démonté la table, je l'ai chargée pièce par pièce dans mon coffre, et je suis parti. Personne n'était à la maison. Cela semblait mesquin, mais cela faisait aussi du bien. Ce petit acte de récupérer quelque chose, n'importe quoi, m'a sorti de ma torpeur juste assez pour me rappeler ce que cela faisait de passer à l'action. La même semaine, j'ai recommencé à tenir un journal. Je ne l'avais pas fait depuis l'université, mais cela semblait nécessaire. J'avais besoin de faire sortir le bruit de ma tête. Les premières pages étaient brutes, juste des divagations, des jurons que je ne répéterai pas ici, et des pensées désordonnées. Mais après quelques entrées, le bruit s'est calmé. L'écriture s'est transformée en plan, en objectif, en idée. J'ai fait une liste de toutes les choses que j'avais mises en attente pour le bien de ma famille au fil des ans. L'une d'elles était de créer ma propre entreprise. J'avais toujours parlé de lancer un outil logiciel, quelque chose de spécialisé, quelque chose d'utile. En 2020, j'avais même construit un prototype pour une application de planification adaptée aux photographes indépendants. J'avais quelques amis photographes qui l'adoraient. Mais j'avais mis le projet de côté quand papa a perdu une partie de ses revenus, et j'avais pris du travail en indépendant pour les aider à garder la tête hors de l'eau. Maintenant, avec tout ce temps libre et plus aucune facture surprise de maman, j'ai décidé de le dépoussiérer. J'y ai travaillé discrètement, tard dans la nuit, avec des écouteurs, mangeant des dîners au micro-ondes tout en codant comme si j'étais de retour à l'université. Cela m'a donné un but, m'a donné un élan. Je n'en ai parlé à personne. Pas parce que j'essayais d'être mystérieux, mais parce que je ne voulais l'approbation de personne. Je voulais juste faire quelque chose pour moi. Et lentement, j'ai commencé à revenir à la vie. La salle de sport est redevenue une routine. J'ai changé mon alimentation. J'ai repris contact avec quelques vieux amis, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années parce que j'étais toujours trop occupé à aider la famille. L'un d'eux, Jordan, m'a invité à rejoindre son groupe de randonnée. J'ai failli dire non, mais quelque chose en moi a murmuré, dit oui. Cette première randonnée a été brutale. J'étais essoufflé à mi-chemin du sentier, les jambes brûlantes, les poumons en feu. Mais la vue au sommet en valait la peine. Plus que cela, c'était symbolique, comme si je sortais physiquement du gouffre dans lequel je m'étais vautré pendant des mois. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un loir pour la première fois depuis des lustres. Pendant ce temps, l'application commençait à prendre forme. J'ai passé mes soirées à développer des fonctionnalités, à tester des erreurs informatiques et à concevoir une interface utilisateur épurée. Je publiais des mises à jour sur un petit forum de développeurs, et les retours étaient encourageants. Les gens étaient sincèrement intéressés. Quelques mois plus tard, j'ai lancé une version d'essai. J'ai obtenu quelques dizaines d'inscriptions, puis une centaine. Ensuite, l'une de mes amies photographes l'a partagée sur son réseau social, et cela a explosé. Pas à un niveau viral, mais suffisamment pour être remarqué dans le secteur. Je me suis réveillé avec des courriers électroniques d'utilisateurs dans 3 pays différents. De vraies personnes, de vrais problèmes que mon application résolvait. Cela semblait irréel. Pour la première fois de ma vie, je ne me contentais pas d'aider les gens en arrière-plan. Je construisais quelque chose qui comptait. Et ce n'était pas pour mes parents, ni pour ma sœur, ni pour personne d'autre. C'était pour moi. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de plus profond. Toute ma vie, j'avais essayé d'obtenir leur validation, en jouant le rôle, en portant le fardeau, en espérant qu'un jour ils se retourneraient et diraient « Nous te voyons. Nous t'apprécions. » Mais ce jour n'est jamais venu et peut-être qu'il ne viendrait jamais. Et d'une certaine manière, c'était acceptable maintenant, parce que j'avais construit quelque chose par moi-même sans leur aide, sans leur permission. Et puis, juste au moment où je trouvais enfin la paix dans cette indépendance, j'ai reçu un message qui m'a rappelé que la tempête n'était pas passée. Elle s'était juste préparée. Il venait de Mélissa. Et, juste pour te prévenir. Maman et papa parlent de vendre la maison.
Ils ont dit qu'ils pensaient acheter quelque chose de plus petit et mettre le reste de côté pour la retraite. Je leur ai dit qu'ils devraient probablement en parler d'abord. Elle avait même ajouté un visage souriant à la fin, comme si nous n'étions que deux frères et sœurs en train de se coordonner de manière décontractée, mais tout ce que je voyais, c'était l'alerte rouge concernant la vente de la maison. La maison que j'avais passé des années à entretenir. La maison que j'avais aidé à payer quand ils étaient en difficulté. La maison qui, jusqu'à récemment, nous avait été promise à tous les deux de manière égale. Et maintenant, ils pensaient la vendre sans moi. Le pire n'était pas la trahison. C'était le fait qu'ils n'essayaient même plus de le cacher. Ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse partie de la conversation parce que, dans leur esprit, je n'en faisais pas partie. J'avais été effacé de l'histoire, mais ils sous-estimaient une chose importante. J'avais peut-être été silencieux. J'avais peut-être été distant, mais je n'étais pas impuissant. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir, c'était que je n'avais pas seulement reconstruit ma confiance. J'avais tout documenté. Chaque virement bancaire, chaque facture d'énergie que j'avais couverte, chaque fois que j'avais payé pour des réparations ou de l'entretien ou des courses. J'avais des reçus remontant à 5 ans, même des captures d'écran de messages de maman et Mélissa confirmant que j'avais payé certaines choses jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je n'avais pas prévu d'utiliser tout cela. Pas à l'origine, mais s'ils allaient jouer à des jeux avec la propriété et l'argent, alors il était peut-être temps que j'arrête d'être le personnage de second plan dans cette histoire. Il était peut-être temps que je leur rappelle exactement combien j'avais investi et combien j'avais à perdre. Ils ont toujours pensé que je ne tenais pas les comptes. Ce fut leur première erreur. Voyez-vous, pendant des années, ma famille avait fonctionné sur cette dynamique tacite. J'aidais. Ils s'y attendaient. Je donnais, ils prenaient. Pas de drame, pas de questions. Je n'en faisais pas tout un plat. Je n'agitais pas de reçu au visage de qui que ce soit. Je gérais simplement les choses discrètement, efficacement, comme un bon fils était censé le faire. Mais sous cette surface calme, j'avais tout gardé. Chaque euro, chaque transaction, chaque faveur déguisée en juste une petite chose. Et maintenant, avec le message désinvolte de Mélissa à propos de la vente de la maison, tout prenait sens. Ils n'avaient aucune intention de revenir vers moi. Je n'allais avoir mon mot à dire sur rien. Pas après qu'ils ont ajouté Mélissa sur le titre de propriété, m'ont retiré de la fiducie et m'ont exclu des décisions que j'avais passé plus d'une décennie à les aider à prendre. Je pouvais voir comment les choses allaient se dérouler avant même qu'elles ne se produisent. Ils allaient vendre la maison, peut-être faire don à Mélissa des bénéfices d'une manière détournée pour éviter les impôts, et je serais laissé sur la touche à regarder, en me disant d'être reconnaissant parce que je m'en sortais très bien. Mais ils ne réalisaient pas quelque chose. Je n'étais plus seulement un gars avec des sentiments blessés. J'avais un moyen de pression, et j'étais prêt à l'utiliser. La première étape a été de m'organiser. J'ai passé un week-end entier à fouiller dans les courriers électroniques, les relevés bancaires en ligne et les anciens fils de discussion. J'ai exporté des documents numériques de relevés bancaires montrant chaque fois que j'avais payé leur facture d'eau, d'électricité ou de gaz. J'ai fait des captures d'écran de messages de maman demandant de l'aide pour une réparation de voiture surprise. J'ai sorti les reçus de quand j'avais couvert la moitié des vacances de Mélissa qu'ils avaient insisté pour qu'elle me rembourse. Elle ne l'a jamais fait. J'avais même des notes sur l'application de paiement étiquetée et médicaments de maman et réparation du toit 2021. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais contribué jusqu'à ce que je voie tout cela exposé dans un tableur. Total, 38 227,17 €. C'est ce que j'avais dépensé sur 8 ans rien que pour eux. Cela n'incluait même pas les intérêts que j'avais perdus sur mes économies ni les projets indépendants que j'avais refusés quand ils avaient besoin d'aide pour déplacer des meubles, réparer une fuite ou garder un chien juste pour une journée qui se transformait en un week-end. Regardez ce chiffre m'a noué l'estomac. Pas parce que je voulais récupérer l'argent, mais parce qu'il m'avait jeté comme si je n'avais pas déjà payé ma part. Comme si je n'étais qu'un parent éloigné sans aucun intérêt dans le patrimoine familial. Cela était sur le point de changer. L'étape suivante consistait à confirmer le statut de la maison. J'avais des soupçons, mais je voulais en être sûr. Alors, je suis allé sur le site internet des registres fonciers de la région et j'ai cherché leur adresse. Et c'était là. Mélissa répertoriée comme copropriétaire, ajoutée il y a 7 mois. Pas de privilège, pas de refinancement hypothécaire, juste un transfert de titre pur et simple,
des parents à la fille, en utilisant probablement un acte de renonciation, ce qui signifiait que cela s'était passé discrètement sans déclencher de signaux d'alarme. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Elle n'avait pas payé un centime pour cela. Elle n'avait pas levé le petit doigt pendant les années où j'investissais du temps et de l'argent dans cette maison. Mais maintenant, elle avait un statut légal. Elle en possédait une partie. Cela aurait dû être la partie qui m'anéantissait. Mais ce ne fut pas le cas, car j'avais quelque chose de mieux que la propriété. J'avais des preuves et un plan. La première étape était d'ordre juridique. Je n'allais pas faire un grand drame de salle d'audience, mais je voulais savoir où j'en étais. Alors, j'ai appelé un avocat, pas un de ces types d'affiches publicitaires qui vous promettent de l'argent facile. J'ai trouvé un avocat spécialisé en succession, très bien noté en ville, nommé Harold, qui se concentrait sur les conflits familiaux et les réclamations de contributions financières. Nous nous sommes rencontrés autour d'un café. J'ai apporté mon tableur, mes captures d'écran, mes reçus et mon histoire. Il a écouté silencieusement, m'interrompant à peine pendant que je lui exposais tout. Quand j'ai terminé, il s'est adossé, a croisé les mains et a dit « Laissez-moi deviner ». Ils n'ont rien mis par écrit. Pas officiellement, ai-je dit. Mais j'ai des messages, des courriers électroniques, un dossier de tous mes paiements. Il a hoché la tête. Bien. C'est plus que ce que la plupart des gens dans votre situation ont. J'étais surpris. Alors, y a-t-il quelque chose que je puisse faire légalement? Je veux dire, il a tapoté la table. Potentiellement. S'ils vendent la maison et que vous avez apporté des contributions substantielles à son entretien ou à ses améliorations, surtout s'il y avait une entente implicite concernant un bénéfice futur. Nous pouvons intenter ce que l'on appelle une réclamation de fiducie résultante ou même une réclamation de contribution équitable. Ce n'est pas garanti, mais c'est assez solide pour les faire réfléchir à 2 fois avant de vous exclure. J'ai cligné des yeux. Attendez, je pourrais les poursuivre en justice? Pour une partie des bénéfices de la maison. Vous pourriez menacer de le faire aussi. Que vous donniez suite ou non dépend de ce que vous attendez de tout cela. Ce fut le moment où les engrenages ont commencé à tourner. Je ne voulais pas d'une guerre juridique. Je n'essayais pas de ruiner la vie de qui que ce soit. Mais s'ils allaient m'effacer du tableau, alors peut-être qu'un rappel opportun de ce que j'avais apporté à la table était exactement ce dont ils avaient besoin, et cela devait venir de la seule personne dont ils ne s'attendaient pas à ce que cela vienne, moi. La deuxième étape était le moment choisi. Je ne les ai pas confrontés tout de suite. J'ai attendu. J'ai observé. Le message de Mélissa avait été vague, parlant de penser à vendre, ce qui signifiait que le processus était toujours en cours. Alors, j'ai attendu mon heure, j'ai perfectionné mon application, j'ai assisté à des événements professionnels, je suis allé faire des randonnées, j'ai même recommencé à faire des rencontres. Pendant ce temps, Harold a rédigé une lettre, pas une action en justice, juste une notification formelle d'intention de demander une compensation en cas de vente, citant les contributions financières, les preuves documentées et un modèle clair d'attente construit au fil des années. Ce n'était pas agressif, mais c'était ferme, et je l'ai gardé pour le bon moment. Ce moment est arrivé 3 semaines plus tard. J'ai reçu un message de maman, le premier en plus de 2 mois. Et, mon chéri. Je sais que les choses ont été bizarres, mais nous aimerions vraiment t'avoir à dîner dimanche prochain. Juste nous. Mélissa ne sera pas là. Parlons. Je l'ai fixé pendant un moment. Et puis j'ai souri. Parfait. Je me suis présenté chez eux ce dimanche-là avec une bouteille de vin et une enveloppe dans la poche de mon manteau. Ils m'ont accueilli comme si de rien n'était. Maman m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps. Papa m'a donné une de ses tapes fermes et viriles dans le dos. La cuisine sentait le poulet rôti et l'ail. Exactement le genre de repas qu'ils préparaient toujours quand ils essayaient d'arranger les choses. Nous nous sommes assis, nous avons mangé, nous avons fait la conversation, nous avons ri de quelques histoires, et puis à la moitié du dessert, maman a posé sa fourchette et a dit « Nous voulons te parler de quelque chose, et je veux que tu écoutes avant de dire quoi que ce soit. » Je me suis adossé, les mains croisées sur mes genoux. Nous avons décidé de vendre la maison, a-t-elle dit. Nous ne pouvons tout simplement plus gérer l'entretien. Le plan est de déménager dans un endroit plus petit, de plein pied, plus près de Mélissa. Elle pourra nous aider davantage de cette façon. Bien sûr qu'elle le fera. Papa est intervenu. Nous savons que cela peut être une surprise.
Mais nous en avons discuté. Nous allons partager les bénéfices avec Mélissa et utiliser le reste pour assurer notre retraite. C'est là que j'ai su. Ils ne m'offraient rien. Ils n'ont même pas essayé d'enrober la chose. Aucun nous parleront de ta part. Aucune mention de tout ce que j'avais fait, juste une conversation froide et polie sur leur avenir avec moi soigneusement placée en dehors de celui-ci. J'ai sorti l'enveloppe, je l'ai posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a demandé papa. « De la documentation, ai-je dit. Chaque euro que j'ai apporté à cette maison au cours des 8 dernières années. Factures, réparations, courses, paiements, tout est là, accompagné d'une lettre de mon avocat. » Le visage de maman a pâli. « Tyler, qu'est-ce que c'est ? » « Je ne vous poursuis pas en justice, ai-je dit calmement. Pas encore. Mais si vous prévoyez de vendre cette maison et de me laisser sans rien, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est plus seulement émotionnel maintenant. C'est financier, et j'ai tout à fait le droit de demander une compensation pour ce que j'ai investi dans cette propriété. Vous pouvez diviser les bénéfices comme vous le souhaitez. Mais si mon nom n'est pas sur cette liste, alors vous entendrez parler de Harold. Silence. Pas un silence de colère. Un silence de stupeur. Il ne s'attendait pas à cette version de moi. Le fils qui ne criait pas, ne suppliait pas, ne pleurait pas. Le fils qui gardait les reçus. La lèvre de maman a tremblé. « Tu nous emmènerais vraiment au tribunal ? » « S'il le faut, ai-je dit en me levant. Mais je préférerais ne pas le faire. Je préférerais que nous ayons une conversation honnête sur l'équité, sur le respect, sur le fait de ne pas me traiter comme un distributeur de billets ambulants tout en récompensant Mélissa pour sa présence. Papa, ouvre l'enveloppe. Parcours le tableur. Les chiffres l'ont frappé de plein fouet. Je l'ai vu sur son visage. Je ne veux pas me battre, ai-je ajouté. Mais je ne serai pas effacé. Et sur ce, je suis sorti, calme, serein, clair. La mise en place était terminée. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre leur prochain mouvement. Ils n'ont pas appelé le lendemain, ni le jour d'après. Je m'attendais à ce que l'un d'eux me contacte. Peut-être un message vocal défensif de papa ou un message teinté de culpabilité de maman, mais le silence s'est prolongé. Une semaine est passée, puis une autre. Ce n'est qu'au 12e jour que j'ai enfin eu des nouvelles. Cette fois, c'était Mélissa. J'ai entendu dire que tu avais menacé de poursuivre maman et papa. Sérieusement ? Pas de salutation. Juste droit au but. Je n'ai pas répondu. 3 minutes plus tard. C'est bas même pour toi. Tu vas vraiment les emmener au tribunal après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Cette phrase m'a presque fait rire. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai eu envie de lui demander si elle faisait référence aux travaux ménagers non rémunérés, aux milliers d'euros, aux promesses rompues, à la trahison non sollicitée sur le titre de propriété, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je l'ai laissé mariner dans la version des faits qu'elle s'était construite pour se protéger de tout sentiment de responsabilité. À la fin de la semaine, un courrier électronique formel est arrivé de mes parents, poli, stérile, probablement rédigé avec l'aide d'un avocat. Ils avaient reconsidéré la répartition de la vente de la maison et étaient ouverts à une conversation sur une résolution financière équitable à la lumière des contributions historiques que j'avais apportées. Ils reconnaissaient même par écrit que je les avais soutenus financièrement à de nombreuses reprises. Ce n'était pas seulement une victoire. C'était un moyen de pression. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je les ai laissés transpirer un peu plus longtemps. J'ai transféré le courrier électronique à Harold et j'ai programmé une dernière réunion. Nous avons rédigé une réponse. Encore une fois, pas de menaces, pas de drame, juste un professionnalisme calme. J'ai demandé 45 000 euros. C'était plus que ce que j'avais dépensé, mais moins que ce à quoi j'aurais eu droit au tribunal si nous avions pris en compte les intérêts, l'inflation et les opportunités perdues. C'était une offre équitable. Ils ont accepté sans protester. La vengeance, à la fin, n'a pas été bruyante. Il n'y a pas eu de feu et de fureur. C'était du papier, calme, posé, une pression légale, le genre de choses que les gens comme mes parents n'attendaient jamais de quelqu'un comme moi. La vente a été conclue le mois suivant. J'ai reçu un virement direct de 45 000 euros plus 1 500 euros supplémentaires pour couvrir les frais de justice, bien qu'il ne l'ait pas dit ouvertement. Pas de lettre d'excuse,
pas d'appel de suivi, juste le silence. Mélissa n'a pas repris contact, mais j'ai fini par avoir de ses nouvelles. Apparemment, après qu'ils ont emménagé dans leur nouveau logement, un modeste appartement de 2 chambres plus près de son appartement, les choses sont devenues compliquées. Mes parents, désormais habitués à compter sur moi pour la moindre petite crise, ont trouvé le genre d'aide de Mélissa insuffisant. Elle ne voulait pas faire les courses, ne répondait pas à son téléphone le soir, a commencé à se défiler des visites du week-end avec de vagues excuses. Après toutes ces années passées à l'encourager dans sa dépendance, ils apprenaient enfin ce que signifiait de s'en remettre à quelqu'un qui n'était pas fait pour cela. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un courrier électronique de ma mère. Il était court, juste 4 lignes. Tyler, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste dire que tu nous manques. Les choses n'ont plus été les mêmes. Si tu es ouvert à cela, peut-être pourrions-nous parler un de ces jours. Amour, maman. Je l'ai fixée sur l'écran pendant un long moment. Elle avait mon numéro, mon adresse. Elle aurait pu décrocher le téléphone, mais elle ne l'a pas fait. Elle a envoyé un courrier électronique froid comme si elle postulait pour un entretien. Je n'ai pas répondu car voici la vérité. La vengeance n'a pas toujours besoin d'être faite de feu et de soufre. Parfois, la meilleure vengeance consiste à laisser les gens ressentir le poids de votre absence. À les laisser s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé. À les laisser réaliser trop tard qu'ils ont repoussé la seule personne qui n'a jamais eu besoin qu'on lui demande pour aider. J'ai utilisé leur argent pour financer la 2e phase de mon application. J'ai embauché une petite équipe. J'ai mis à niveau les serveurs informatiques. J'ai investi dans un meilleur marketing. 6 mois plus tard, nous avons atteint 10 000 utilisateurs actifs. Les revenus étaient réguliers. Mon emploi du temps était plein et ma vie paisible. Plus d'appels d'urgence. Plus de messages passifs-agressifs. Plus d'attentes silencieuses que j'allais débarquer et réparer le chaos qu'ils avaient créé. Ils m'ont appris que la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le respect. Et une fois que cela a disparu, vous ne leur devez plus rien. Pas même une réponse. C'était la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. Et ils ne me manquent pas. Pas même un peu.